C'est parti alors. Oui. Eh bien, écoutez, donc, on va débuter avec cette deuxième session qui est dédiée aux signes de qualité qui occupent une place relativement importante dans la réforme, dans l'ordonnance de transposition, puisque, comme Caroline le présentera dans un instant, eh bien, les indications géographiques occupent une place importante dans les motifs absolus de refus et dans les motifs relatifs de refus. Et puis, on a eu des modifications quand même assez substantielles sur les marques collectives, désormais les marques également de garantie. Et donc, c'est le professeur Bantin qui pourra nous présenter tout cela. Et c'est Christophe Pelès qui nous fait le plaisir de présider cette séance et qui représente aujourd'hui la CNCPI. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier Yann Bazir de m'avoir proposé de modérer cette deuxième session du colloque, ainsi que l'ensemble des organisateurs pour la préparation de cet événement dans les conditions qu'on connaît. Je ne doute pas que cette deuxième session sera au moins aussi passionnante que la première, même si elle porte sur des questions qui sont a priori plus spécifiques, à savoir l'incidence de la réforme du droit des marques sur les signes de qualité d'une part, et d'autre part sur les marques collectives et les marques de garantie. Sur la première question, les indications géographiques, l'incorporation expresse des motifs de refus ou d'annulation des marques susceptibles de porter atteinte à des appellations d'origine ou à d'autres signes officiels de qualité a été en 2015 l'une des innovations majeures de la directive. Nous allons voir aujourd'hui la manière dont le législateur français a repris ces nouvelles dispositions ainsi que les incidences pratiques de cette reprise en droit français. S'agissant des marques collectives et des marques de garantie, s'il existait déjà une dichotomie en droit français entre les marques collectives et les marques de certification, qui sont les anciennes marques de garantie, il apparaît que les nouvelles dispositions ont fait évoluer le régime de ces deux types de marques en posant des conditions a priori un peu plus strictes pour l'obtention et le maintien en vigueur des marques collectives et en assouplissant légèrement les conditions d'obtention des marques de garantie anciennement marques collectives. Alors, sur le premier point, à savoir les indications géographiques, nous allons à présent entendre le professeur Caroline Le Goffik. Elle est maître de conférence à l'Université Paris-Descartes, où elle dirige le Master 2 droit des activités numériques. Elle co-dirige également l'Institut droit et santé de cette même université. Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans le domaine des indications géographiques, elle enseigne au CEPI, et elle est titulaire avec Yann Bazir et Julien Corlord de la chronique Marques et autres signes distinctifs dans la revue Propriétés intellectuelles. Madame le professeur, je vous cède la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Christophe. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, même virtuellement, pour cette matinée. Alors, je vais partager ma présentation. J'espère que ça fonctionne. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Je voudrais remercier très, très vivement et puis féliciter également les organisateurs de ces belles webconférences. Remercier mes amis Yann Bazir et Julien Canlorbe, et puis bien sûr les présidents de la COMPI, maître Fabienne Fagenbaum et maître Pierre Hoffmann. Je suis ravie d'intervenir et d'être associée à ces beaux panels. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la place des indications géographiques dans la réforme, en commençant par situer les indications géographiques dans leur environnement. Les IG font partie de ce qu'on appelle les signes d'identification de la qualité et de l'origine, qui comportent donc, outre les IG, les spécialités traditionnelles garanties, les STG, qui font l'objet d'un règlement européen. Vous avez la définition qui s'affiche sur la slide. On trouve également les labels rouges qui attestent d'un niveau de qualité supérieur. On les connaît notamment pour certains produits de charcuterie ou certaines viandes. On a la mention agriculture biologique. Et puis, on trouve également des mentions traditionnelles pour les vins, tels que Château ou Clos, par exemple, mentions traditionnelles dont je n'aurai pas l'occasion de parler beaucoup aujourd'hui, mais qui ont fait l'objet aussi de dispositions dans le paquet marque et dans la nouvelle ordonnance, avec une affaire que j'évoquerai très rapidement, une affaire Caudalie. Alors,
pour en venir aux indications géographiques, de quoi parle-t-on exactement? Les indications géographiques font l'objet d'un titre spécifique dans le livre 7 du Code de la propriété intellectuelle, donc après les marques, et on trouve à l'article L722.1 du Code une définition des indications géographiques, du moins une définition par énumération, puisqu'on nous dit que les indications géographiques sont d'une part les appellations d'origine telles qu'elles sont définies dans le Code de la consommation. Alors, ce sont des appellations qu'on a traditionnellement en droit français. D'ailleurs, l'article du Code de la consommation, la numérotation a changé et aujourd'hui, sauf erreur, c'est l'article L431.1 du Code de la consommation. On a ensuite les indications géographiques définies à l'article L721.2 du Code de la propriété intellectuelle. Je vais en parler juste après. Ce sont les nouvelles indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Et puis, on trouve enfin dans cette liste les appellations d'origine et indications géographiques protégées en droit de l'Union européenne. Donc, vous voyez que déjà, la matière n'est pas simple et qu'on a un certain nombre de catégories qui viennent s'accumuler pour former les indications géographiques. Alors, s'agissant des indications géographiques visées à l'article L721.2 du Code de la propriété intellectuelle, ce sont donc les indications géographiques issues de la loi consommation de 2014, la loi Hamon, qui a créé donc une catégorie pour protéger les produits industriels et artisanaux. Et la définition ici est posée donc par cet article. Donc, ce sont les dénominations de lieux qui désignent un produit originaire de ce lieu et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. S'agissant de ces indications géographiques, on peut dire qu'elles connaissent un certain succès, même si on n'a pas non plus des dizaines et des dizaines d'enregistrements, mais ces indications géographiques, donc qui existent depuis 2014, ont vu l'INPI reconnaître déjà un certain nombre de dénominations. Alors la première a été le siège de l'IFOL en 2016, et puis vous voyez que les enregistrements... d'autres enregistrements ont suivi. On peut citer notamment la porcelaine de Limoges, qui est peut-être une des plus connues dans cette liste, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une décision de la Cour d'appel de Paris. Et puis, on a un certain nombre d'autres dossiers qui sont en cours. Le plus compliqué, sans doute, c'est le dossier Savon de Marseille, avec un certain nombre de demandes concurrentes qui ont été formées et sur lesquelles aucune décision d'enregistrement, pour l'instant, n'a été rendue, même si on a déjà un certain contentieux sur cette dénomination. Pour passer à ce qui était la troisième ligne de l'énumération dans le Code de la propriété intellectuelle, les indications géographiques reconnues par le droit de l'Union européenne. Là encore, les choses ne sont pas tout à fait simples, puisque on trouve principalement 3 règlements qui régissent les indications géographiques donc, en droit de l'Union. Alors, ce sont des règlements sectoriels. On a un règlement sur les produits agroalimentaires. On a un règlement de 2013 sur les vins. Et ces 2 règlements consacrent 2 catégories d'indications géographiques, les AOP et les IGP. Ça correspondait aux 2 petits logos que j'avais mis sur ma première slide, le rouge et le bleu. Les AOP, donc appellation d'origine protégée, et les IGP, indications géographiques protégées. La différence, en substance, c'est l'intensité du lien entre la zone d'origine et le produit. Le lien est plus étroit s'agissant des AOP que s'agissant des IGP. Et puis, 3e règlement, on a un règlement récent de 2019 sur les spiritueux qui, lui, ne reprend pas cette double catégorie AOP-IGP, mais qui ne consacre que la catégorie d'IG, indication géographique. Donc voilà les instruments que l'on a en droit de l'Union, ces règlements, bien sûr, qui s'appliquent directement dans tous les États membres. Et puis, il convient d'ajouter un instrument international qui est l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne, qui est un traité conclu dans le cadre de l'Union de Paris et auquel récemment, vous voyez que l'Union européenne a adhéré, ce qui permet à certains pays tiers d'obtenir une protection de leurs indications géographiques dans l'Union européenne par la voie internationale en faisant donc un enregistrement international auprès de l'OMPI.
Et puis réciproquement, bien entendu, l'Union européenne va pouvoir enregistrer, la Commission va pouvoir demander l'enregistrement international d'indications géographiques européennes qui seront protégées dans les pays tiers qui sont partis au système. Donc voilà les instruments de protection des indications géographiques. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les règles et comment est-ce que ces règles ont évolué à travers dans le paquet marque et l'ordonnance de transposition, s'agissant des indications géographiques. Alors, ce qui est certain, c'est que ces textes ont introduit de nouveaux rapports entre indications géographiques et marques. Ces nouveaux rapports se traduisent d'abord par une nouvelle place donnée aux marques de nature collective, mais bien entendu, je n'en parlerai pas puisque l'excellent professeur Vintin traitera ce sujet dans son intervention. Je vais, pour ma part, présenter le renforcement de la protection des indications géographiques à travers, d'une part, l'inclusion des indications géographiques parmi les motifs absolus de refus ou d'annulation, et puis, d'autre part, la consécration, la confirmation des indications géographiques en tant que motif relatif de refus ou d'annulation. Alors, on peut déjà souligner le caractère assez exceptionnel de ce cumul, puisque c'est quand même assez inouï pour un même droit de faire partie à la fois des motifs absolus et des motifs relatifs. C'est signe de la place particulière des indications géographiques, c'est signe de leur importance aux yeux du législateur européen. Alors, pour commencer, s'agissant de l'inclusion des IG parmi les motifs absolus de refus d'enregistrement ou de nullité. Si on regarde rapidement l'état du droit antérieur, donc avant l'adoption du paquet marque, dans la directive d'harmonisation de 2008, on n'avait pas, dans les motifs absolus, de dispositions visant spécifiquement les indications géographiques. On avait simplement des motifs généraux de refus qui d'ailleurs ont été repris par la nouvelle directive et logiquement dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce sont d'une part le refus des marques qui sont contraires à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit, et je reviendrai sur cette disposition, et puis d'autre part la prohibition des marques déceptives de nature à tromper, notamment sur la provenance géographique et la qualité du produit ou service, ce qui donc indirectement peut concerner les indications géographiques. Et puis, toujours s'agissant du droit antérieur, dans le Code de la propriété intellectuelle, on avait aussi une disposition, alors elle spécifique, qui visait les signes exclus par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'accord ADPIC. Alors c'était donc une référence au droit international et l'article 23 de l'accord ADPIC vise les indications géographiques de vins et de spiritueux et prévoit qu'il convient de les protéger contre des marques, du moins dans les limites du principe de spécialité, puisque des marques identiques ou similaires visant des produits similaires, c'est-à-dire des vins ou des spiritueux. Alors c'était assez restrictif et le problème, c'est qu'on avait donc une disposition spécifique aux vins et aux spiritueux, ce qui laissait de côté les autres indications géographiques, notamment pour les produits alimentaires, et ce qui était assez contraire à l'approche uniforme des indications géographiques dans l'Union européenne. Alors, les choses ont changé et la nouvelle directive de 2015 a modifié les motifs absolus de refus. L'objectif est clair, j'ai repris les considérants de la directive. L'objectif est de garantir que les niveaux de protection octroyés aux indications géographiques soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans l'Union. Donc, cela implique de traiter de la même façon toutes les indications géographiques, qu'elles concernent les produits agroalimentaires ou les vins ou les spiritueux. Et c'est ainsi qu'à l'article 4 de la nouvelle directive, on trouve un motif absolu, paragraphe 1er, point I, qui vise les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre est partie, par exemple l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne, qui prévoit la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. Donc un nouveau motif absolu de refus ou d'annulation.
Cette disposition a été transposée par l'ordonnance de novembre dernier à l'article L711-2, 9e du Code de la propriété intellectuelle. Et là, on a une reprise à peu près mot à mot de la disposition qui vise donc les marques exclues de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union ou d'accords internationaux sur la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. Et puis vous voyez qu'on ajoute, chose imposée par la directive, les mentions traditionnelles pour les vins notamment et les spécialités traditionnelles garanties. Alors à propos des mentions traditionnelles, on a eu une affaire récemment, une affaire Caudalie, dans laquelle la Cour d'appel de Paris a fait application des règles européennes protégeant les mentions traditionnelles. En l'espèce, la mention, c'était premier cru. Et il a été jugé que... alors la question, c'était de savoir si le dépôt par la société Caudalie de cette mention premier cru, qui est bien sûr protégée pour les vins, en tant que marque pour des cosmétiques, donc hors spécialité, peut porter atteinte à la mention traditionnelle. Alors le juge commence par poser le principe selon lequel les mentions traditionnelles, en principe, comme d'ailleurs les indications géographiques, sont soumises au principe de spécialité, mais comme beaucoup d'autres signes distinctifs, on peut écarter ce principe lorsqu'il y a une atteinte portée à la réputation de la mention traditionnelle. Et en l'espèce, dans cette affaire, le juge a estimé que ça n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas, pour le dire autrement, de parasitisme de la part de la société Caudalie. Alors, si je reviens à ce nouveau motif absolu de refus qui vise les indications géographiques, c'est intéressant. On peut faire une première remarque qui est que le fait que que les IG soient consacrés en tant que motif absolu de refus traduit une certaine conception des indications géographiques comme ayant un caractère d'ordre public, ce qui rejoint la jurisprudence française traditionnelle, puisque depuis fort longtemps, les juges estiment que les indications géographiques, les appellations d'origine, on a des arrêts connus, leur protection est d'ordre public. Et c'est notamment sur ce fondement que les juges sont même allés jusqu'à annuler des marques pourtant antérieurement déposées, donc antérieures à des indications, à des appellations d'origine, mais dès lors qu'il y avait un conflit, compte tenu de ce caractère d'ordre public des appellations d'origine, les juges sont allés jusqu'à exproprier les titulaires de marques de leur signe. Ça n'a plus cours, la solution était sans doute excessive au regard du droit de propriété. La solution a été remplacée par une solution plus souple de coexistence, mais il me semble que là, on a quand même un rappel de ce caractère d'ordre public. Alors, si on creuse un peu cette disposition, l'article L711 de 9e, donc ce nouveau motif absolu de refus, il me semble que la disposition soulève deux questions. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'utilité de la référence qui est faite par cet article, et d'ailleurs par la directive également, aux droits nationaux sur la protection des indications géographiques. Et puis la seconde question, c'est comment est-ce que ces dispositions de droit des marques vont s'articuler avec les dispositions relatives à la protection des indications géographiques. S'agissant de la référence aux droits nationaux des États membres, pourquoi est-ce que la question se pose? La question se pose au regard de la jurisprudence de la Cour de justice qui a été interrogée justement sur l'articulation entre droit national et droit européen en matière d'indication géographique et qui s'est prononcée très clairement en faveur d'une application exclusive du système de protection européen. C'est-à-dire que la Cour de justice refuse qu'on puisse cumuler un titre national et un titre européen, chose qui est évidemment possible en matière de marque. Donc ici, l'articulation n'est pas la même. Et ce principe a été posé notamment dans un arrêt Budweiser de 2009, dans lequel, s'agissant des produits agroalimentaires, la Cour nous dit que le but du règlement européen n'est pas d'établir à côté de règles nationales qui peuvent continuer à exister un régime complémentaire de protection, à l'instar de ce qu'on trouve pour les marques, mais de prévoir un régime de protection uniforme et exhaustif pour les indications géographiques. Alors, on a pu se poser la question de savoir si ce principe s'appliquait uniquement aux indications géographiques agroalimentaires, puisque la solution a été rendue sur la base du règlement qui s'applique à ces IG, ou bien si la solution avait une portée plus large et qu'elle pouvait être étendue
notamment aux indications géographiques vinicoles. La réponse, on l'a depuis un arrêt Port-Charlotte de 2017, dans lequel la Cour a posé le principe, selon lequel le système européen de protection des IG vinicoles exclut lui aussi toute protection nationale parallèle. Donc, une solution finalement cohérente avec la solution Budweiser. Donc, pas de coexistence entre titre national et titre européen. Le caractère exclusif est affirmé. La justification pour la Cour, c'est que le risque de porter atteinte à l'objectif qui est d'assurer une qualité des produits en question est d'autant plus élevé que, contrairement aux marques, il n'y a pas de mesure d'harmonisation, il n'y a pas de directive. Et effectivement, c'est une différence majeure. En matière de marque, vous le savez, on a une directive d'harmonisation des droits nationaux et on a un règlement. Alors qu'en matière d'indication géographique, on n'a que des règlements qui prévoient donc des titres communautaires, des titres de l'Union européenne. Compte tenu de cette jurisprudence, donc je reviens à ma question. Quelle est l'utilité de la référence aux droits nationaux? La Cour a dit qu'aucune protection nationale parallèle n'était possible, faute de quoi, si c'était le cas, cela exposerait l'État membre à une action en manquement. Et ça a été le cas d'ailleurs. La France a été condamnée pour avoir maintenu une protection de droit français parallèlement à une protection européenne qui d'ailleurs ne pouvait être accordée puisque les conditions n'étaient pas remplies. Bref, il me semble que pour répondre à la question, la référence aux droits des États membres a quand même une utilité, au moins pour deux choses. D'une part, pour les indications de provenance simples, c'est-à-dire des indications pour lesquelles il n'y a pas de lien entre la zone d'origine du produit et ses caractéristiques. Donc là, on sort finalement de la définition des indications géographiques telles qu'on les a envisagées pour l'instant. Et puis, s'agissant en dehors du champ d'application des trois règlements européens, eh bien là, il me semble que, puisqu'il n'y a rien en droit de l'Union, eh bien, les systèmes nationaux peuvent retrouver toute leur importance, et c'est le cas notamment des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux tels qu'on les a présentés au début. Donc, la référence aux droits des États membres conserve une certaine utilité pour cette raison. Même si, principalement, bien entendu, ce sera le droit de l'Union qui aura vocation à s'appliquer, puisqu'il s'applique exclusivement dès lors qu'on est dans le champ d'application des règlements. Seconde question, comment est-ce que ces nouvelles dispositions de droit des marques vont s'articuler avec les dispositions spécifiques relatives à la protection des indications géographiques? Alors, bien entendu, l'article L711-2, 9e du Code de la propriété intellectuelle fait un renvoi aux dispositions applicables à la protection des IG. Et donc, il va falloir combiner ce texte du Code de la propriété intellectuelle avec les règlements européens pour les AOP-IGP, avec le Code de la propriété intellectuelle pour les indications géographiques industrielles et artisanales, voire avec le Code rural s'agissant des AOC. Alors, ce qui pose problème, c'est que la lettre de l'article L711-2, 9e impose de s'appuyer sur des dispositions qui prévoient expressément le refus de marque, puisqu'on nous parle des marques qui sont exclues de l'enregistrement par des dispositions sur les indications géographiques. Or, en droit de l'Union européenne, quand on regarde les trois règlements applicables, on s'aperçoit que s'agissant des produits agroalimentaires et des vins, eh bien, on a des dispositions qui prévoient effectivement le refus d'enregistrement de certaines marques, mais uniquement dans les cas où les marques en question concernent des produits similaires à ceux désignés par les IG. C'est-à-dire qu'on est cantonné par le principe de spécialité. Alors, c'est le cas dans le règlement de 2012, dans celui de 2013 sur les vins. En revanche, le règlement sur les spiritueux, curieusement, n'a pas cette limite, puisqu'il fait référence simplement à toutes les marques
dont l'usage est interdit par les dispositions relatives à la protection des IG. Alors, voici les dispositions pour que ce soit plus clair. Les deux premiers règlements, donc produits agroalimentaires et puis vin, ont un article qui nous dit que lorsqu'une AOP ou IGP est enregistrée, l'enregistrement d'une marque, donc là on parle bien de l'enregistrement, dont l'utilisation enfreindrait l'article 13, c'est-à-dire porterait atteinte à l'indication géographique, et qui concerne un produit de même type, est refusé si, je résume, le dépôt de la marque est postérieur. Donc on est bien limité par ce principe de spécialité. À l'inverse, comme je le disais, dans le règlement sur les spiritueux de 2019, on nous dit simplement que l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond à une situation visée, et là on vise la protection dans les limites du principe de spécialité comme hors spécialité, eh bien l'enregistrement d'une telle marque est refusé ou invalidé. Donc on a une différence assez problématique. Et puis surtout, la question qu'on peut se poser, c'est si ce renvoi aux dispositions AOP-IGP n'entraîne pas un risque assez paradoxal quand même de réduire la protection des indications géographiques, sachant que l'objectif initialement, c'était au contraire d'étendre la protection des IG. Alors sur ce point, je me réfère à un article de Benjamin Fontaine, publié dans l'excellente revue francophone de la propriété intellectuelle, revue en ligne, Open Access. J'ai mis le lien d'ailleurs dans la slide vers cet article. Et Benjamin Fontaine dit que finalement la disposition pertinente serait peut-être plutôt la disposition générale de ce qui est aujourd'hui l'article L711.2, septièmement, me semble-t-il, qui nous dit que ne peut être adopté comme marque un signe dont l'utilisation est également interdite. Et l'auteur nous dit que c'est grâce à cette disposition que des marques qui auraient pu porter atteinte à des IG ont pu être rejetées ou annulées. Et là, l'avantage de cette disposition, c'est qu'elle a un caractère large, puisqu'elle permet de rejeter toute marque dont l'utilisation est interdite. Autrement dit, la portée est plus large que le nouveau motif absolu, ce qui fait que la directive et sa transposition française ont pour effet pratique de réduire, paradoxalement, la portée de la protection des IG dans la mise en œuvre de motifs absolus de refus. Alors comment régler cette difficulté? Comment articuler le motif général et le motif spécifique de refus? On a donc d'un côté un motif général qui vise toutes les marques dont l'utilisation est légalement interdite, et puis d'autre part, on a ce motif spécifique qui vise les indications géographiques. Alors faut-il affirmer que le second est une lex specialis et donc déroge et exclut l'application du motif général. Ça serait évidemment problématique dans la perspective d'une protection des indications géographiques. Et compte tenu vraiment de l'objectif qui est de renforcer la protection des indications géographiques, il me semble qu'au contraire, il faudrait pouvoir faire une application plus large de l'article L711.2 septièmement, ou alors peut-être une application de l'article L711.2 neuvièmement, disons conforme plutôt à l'esprit des textes sur les indications géographiques pour, le cas échéant, pouvoir refuser ou annuler l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à une indication géographique, même hors spécialité. Attendons de voir comment l'INPI, comment les juges interpréteront cette disposition, mais il me semble que là, on a une petite difficulté qu'il faudra résoudre. Je passe maintenant aux motifs relatifs de refus ou de nullité. Les indications géographiques ont également été consacrées ou confortées en tant que motifs relatifs, puisque vous le savez, le paquet marque a également modifié les motifs relatifs de refus. Et ici, l'apport majeur, c'est l'introduction, dans la directive notamment, d'un motif relatif spécifiquement fondé sur l'existence d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique antérieure. Alors, si on regarde le préambule du règlement sur la marque de l'Union, on nous dit, ou le règlement en tout cas de 2015, on nous dit qu'afin de maintenir la forte protection des droits, donc on voit que c'est toujours le même objectif,
associés aux appellations d'origine et aux indications géographiques, il est nécessaire de préciser que ces droits permettent à toute personne autorisée, en vertu du droit pertinent, de s'opposer à une demande postérieure d'enregistrement d'une marque de l'Union, ici c'est le règlement, indépendamment du fait que ces droits constituent ou non également des motifs de refus absolus devant être pris en considération d'office par l'examinateur. Autrement dit, ça n'est pas parce que les IG sont reconnus en tant que motif absolu que ça empêche de les consacrer également en tant que motif relatif. L'avantage, bien entendu, c'est d'ouvrir un droit d'opposition. Donc c'est quand même assez remarquable, me semble-t-il, que les indications géographiques apparaissent 2 fois, à la fois dans les motifs absolus et dans les motifs relatifs de refus ou d'annulation. Là encore, si je me réfère à l'état du droit antérieur, dans les textes pré-paquet marque, on avait simplement une disposition générale qui nous disait qu'une marque pouvait être refusée ou annulée si elle portait atteinte à un autre signe utilisé dans la vie des affaires. Et dans le règlement, l'expression exacte, c'était « signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ». Alors, ça n'avait rien de spécifique aux indications géographiques, ça a pu être appliqué, notamment dans une fameuse affaire Budd, ça a pu être appliqué à des indications géographiques, mais ça n'était pas simple, évidemment, de prouver qu'une IG constituait bien un tel signe utilisé dans la vie des affaires et dont la portée n'est pas seulement locale. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on était un peu plus précis, puisqu'on avait un motif, une antériorité, on avait disons une cause d'annulation ou de refus d'enregistrement qui visait les appellations d'origine protégée et depuis 2014, les indications géographiques. Alors d'ailleurs, la rédaction était un peu critiquable parce que appellation d'origine protégée pouvait laisser penser qu'on ne visait que les AOP du droit de l'Union, mais en réalité, l'expression avait été interprétée de manière constante comme incluant toutes les catégories d'indications géographiques. Alors cette antériorité, elle a été confortée par l'ordonnance de transposition. Donc on a moins changé l'état du droit dans le Code de la propriété intellectuelle, mais dans la directive, le changement a été plus important, puisque là, il n'existait pas de motif relatif spécifique. Alors désormais, il en existe un, l'article 5, paragraphe 3, petit c de la directive d'harmonisation prévoit qu'une marque doit être refusée ou annulée si, à 2 conditions. Alors, je résume. Première condition, eh bien, il faut qu'il y ait une indication géographique antérieure. Et seconde condition, je vais surtout insister sur celle-ci, il faut que cette appellation d'origine ou indication géographique confère le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure. Voilà les 2 conditions. On voit que ici, la directive, là encore, renvoie au règlement européen ou aux dispositions nationales, même remarque que tout à l'heure, relatif à la portée de la protection des indications géographiques. La différence avec le motif absolu, c'est que cette fois, la disposition ne suppose pas un droit d'interdire l'enregistrement de la marque, mais seulement le droit de s'opposer à l'utilisation de la marque, avec une conséquence qui est que automatiquement la portée est plus grande, la portée de la protection est plus grande, puisque ça peut inclure des marques déposées dans d'autres domaines de spécialité que les indications géographiques, dès lors qu'il peut y avoir, pour le dire rapidement, un risque de parasitisme. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on a transposé cette disposition à l'article L711.3 cinquièmement, avec une reprise quasiment mot pour mot du début de la disposition. Donc, on nous dit que ne peut être valablement enregistrée ou susceptible d'annulation une marque portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment une indication géographique enregistrée, mentionnée à l'article L722.1. Donc là, je renvoie à nouveau à la liste que j'ai mentionnée au début de la présentation, ou à une demande d'IG, sous réserve bien entendu qu'elle soit ultérieurement enregistrée. Donc, par le biais de l'énumération du Code de la propriété intellectuelle, sont visées toutes les formes d'indications géographiques, les appellations d'origine française
les indications géographiques françaises pour les produits industriels et artisanaux, et puis les IG européennes. Là encore, pour mettre en œuvre ce motif relatif de protection, il faut se demander à quelles conditions l'utilisation d'une marque porte atteinte à une indication géographique. Et bien entendu, pour savoir ce qui porte atteinte à une IG, il faut regarder les textes applicables à la protection des IG, c'est-à-dire principalement les règlements européens. Et là, on a une disposition qui figure à l'identique dans les 3 règlements sur les produits agroalimentaires, les vins et les spiritueux. J'ai reproduit la disposition. On en retire la chose suivante, c'est que la protection est extrêmement large. C'est plus large que la protection conférée à une marque. Vous voyez que la protection concerne les utilisations commerciales, directes ou indirectes, de l'IG. Lorsque les produits sont comparables, c'est-à-dire un principe de spécialité, ou lorsque l'utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination, donc là ça permet une extension hors spécialité, c'est un régime similaire à celui qui concerne les marques renommées. Petit b, les IG sont aussi protégés contre toute usurpation, imitation, ça rappelle des choses qu'on connaît en droit des marques, ou évocation. Et je reviendrai dans quelques instants sur la notion d'évocation, qui est beaucoup plus large, me semble-t-il. Même si, nous précise le texte, l'origine véritable des produits est indiquée, ou bien que l'IG est traduite ou accompagnée d'une expression comparative, genre, type, méthode, ou localisante. Et on voit ici que la protection est une protection véritablement objective, puisque par le biais de mentions comparatives, forcément, on dissipe tout risque de confusion. Mais ça n'est plus le critère. Le critère n'est pas le risque de confusion. J'y reviendrai avec l'évocation. Et puis, au point C et D, vous voyez qu'on étend encore l'étendue de la protection et finalement, on ratisse extrêmement large et les IG sont très, très fortement protégés. Alors ça, c'était donc la protection pour les IG reconnus par le droit européen. Quand on regarde les textes de droit français applicables à la protection des IG, s'agissant des IG industrielles et artisanales, on a à l'article L721.8 du Code une disposition qui reprend quasiment mot pour mot les textes des règlements, qui reprend d'ailleurs mot pour mot les textes des règlements européens. Et s'agissant des appellations d'origine classiques, traditionnelles françaises, dans le Code rural, on a un article qui ressemble aussi beaucoup à ce qu'on vient de lire, puisqu'on nous dit que le nom qui constitue l'appellation ou toute autre mention l'évoquant, donc on revient à la notion d'évocation, peut être employé pour aucun produit similaire, là encore, règle de spécialité, et pas non plus pour un autre produit lorsque l'utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. Là encore, c'est la règle de parasitisme. Alors, pour terminer, je voudrais simplement souligner très très rapidement le caractère très large de cette notion d'évocation, puisqu'on a une jurisprudence assez abondante de la Cour de justice qui a été saisie de questions préjudicielles, justement, portant sur l'interprétation de cette notion d'évocation qui n'existe pas en droit des marques. La question, en substance, c'était de savoir si l'évocation supposait la présence d'un risque de confusion pour le consommateur. Et dans les différents arrêts, notamment l'affaire Cambozzola et puis l'affaire Verlados, la Cour nous dit que non, l'évocation ne suppose pas la présence d'un risque de confusion. L'évocation est constituée dès lors que le consommateur est amené simplement à avoir à l'esprit comme image de référence l'indication géographique. Donc c'est vraiment, ça me fait penser à, mais je ne suis absolument pas induite en erreur. Et il n'y a même pas le risque d'association qu'on connaît en droit des marques, puisqu'il n'y a même pas d'hésitation possible sur l'origine commerciale des produits visés. Et puis, dans les affaires Glenn Buchenbach et Queso Manchego, plus récentes, la Cour a encore étendu la portée de la notion d'évocation, puisque dans Glenn Buchenbach, elle nous dit qu'on peut avoir une évocation d'une IG, en l'espèce l'IG c'était Scotch Whisky, on peut avoir une évocation sans même qu'il y ait reprise de l'indication géographique, puisque dans Glenn Buchenbach, rien ne reprend Scotch Whisky, et pourtant Glenn pourrait évoquer Scotch Whisky.
Donc la Cour nous dit l'évocation, c'est un phénomène essentiellement conceptuel, intellectuel. Et puis, dans Queso Manchego, on va encore plus loin, puisque la Cour nous dit qu'on peut avoir une évocation sans reprise de l'indication géographique, mais même sans reprise d'aucun élément verbal, puisqu'en l'espèce, ce qui était en cause, c'était ce que vous avez tout en bas à droite, des dessins qui évoquaient l'univers de Don Quichotte et qui indirectement pourrait évoquer le queso manchego, fromage de la Manche. Et la Cour nous dit que des mentions figuratives, des signes figuratifs peuvent constituer une évocation d'une indication géographique. Vous voyez qu'en étend de plus en plus la notion d'évocation, on accorde une protection extrêmement étendue aux indications géographiques, bien plus qu'aux marques. Alors pour terminer, d'un point de vue procédural, l'introduction du nouveau motif relatif de refus dans la directive, et puis depuis 2014 pour le droit français, a pour conséquence d'ouvrir un droit d'opposition fondé sur une indication géographique antérieure. Et le nouvel article L712-4-1 du Code nous dit que peut former opposition sur le fondement d'une IG, beaucoup de gens finalement, toute personne autorisée à exercer les droits découlant de l'IG, c'est-à-dire les producteurs légitimes, et d'en assurer la gestion ou la défense, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appelle l'ODG, l'organisme de défense et de gestion, c'est-à-dire cet organisme, ce groupement qui sera l'interlocuteur des pouvoirs publics et qui sera représentatif des opérateurs concernés par l'indication géographique. Et essentiellement, les actions en justice et sans doute les oppositions demain seront menées par ces ODG. Et puis, peuvent également former opposition les collectivités territoriales dès lors que l'IG comporte leur dénomination. Donc ça peut arriver puisque les indications géographiques peuvent par exemple être constituées par le nom d'une ville. Et puis à l'article S716.2, de manière assez logique, on nous dit que ces mêmes personnes seront recevables à agir en annulation cette fois des marques qui porteraient atteinte aux indications géographiques. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Caroline pour cette présentation extrêmement éclairante sur la place des indications géographiques dans notre nouveau droit français. Alors j'ai une question qui est un peu plus large que le simple droit français. On sait que nous, en France, nous sommes particulièrement attachés à la protection de tout ce qui est indication géographique, AOP, IGP, tous ces signes de qualité-là. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont d'autres pays qui sont peut-être moins sensibles à ces problématiques-là ont intégré ces dispositions-là ou sont en train de les intégrer? Je ne sais pas où nous en sommes dans chacun des pays. Est-ce qu'on peut constater des différences? Je sais bien qu'on est tenu par la directive, mais il y a peut-être des différentes interprétations. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qu'il en est dans d'autres pays? Pardon. Pour être honnête, je n'ai pas connaissance de la façon dont la directive a été transposée dans des pays qui n'ont pas cette tradition d'indication géographique ou d'appellation d'origine. J'aurais tendance à dire que le plus simple pour ces États, c'est sans doute de reprendre vraiment mot à mot le texte de la directive, d'autant que essentiellement, on fait référence aux indications qui sont protégées au niveau européen. Donc finalement, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Il suffit à peu près de dire qu'une marque ne doit pas porter atteinte à une AOP, une IGP. Je pense que ça soulève assez peu de difficultés, puisque peu importe finalement qu'il n'y ait pas un cadre national extrêmement développé en la matière. J'ai connaissance en revanche de la façon dont la directive a été transposée dans des États plutôt du sud de l'Europe qui ont la même tradition d'indications géographiques que nous, notamment en Espagne, et je sais que là, on a procédé de la même façon qu'en France. Et finalement, je pense que le cadre vraiment très unifié des indications géographiques fait qu'on n'a pas eu énormément de
de problème de ce point de vue-là. Le problème principal, c'est peut-être la petite difficulté d'articulation entre le texte de droit des marques et puis les règlements au PIGP, mais ça, fatalement, c'est une difficulté que tous les États ont. Donc, je ne pense pas que sur ce point, il puisse y avoir beaucoup de divergences nationales. D'accord. Merci. Yann, avons-nous des questions? Oui, alors, à titre personnel, j'ai une question et je viens de recevoir une autre question. Alors, je poserai la mienne dans un premier temps. Voilà, discrétionnairement. Caroline, j'ai une petite question par rapport à l'article L713-6. Donc, j'espère que ce n'est pas une question piège. Je voulais simplement avoir ton ressenti sur la disparition de l'exception qui concernait les IGPIA, donc qui avait été intégrée avec la loi Hamon, justement, de 2014, et qui, dans le cadre de cette ordonnance, a disparu. Effectivement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est un grand point une source de perplexité pour moi. Effectivement, à l'article L713-6, petit c, anciennement, on avait, donc c'est l'article avec les exceptions au droit de marque, et on avait un petit c qui prévoyait que, alors pour résumer, l'existence d'une marque antérieure ne faisait pas obstacle, pour l'essentiel, à l'enregistrement et l'usage postérieur d'une IG. En gros, c'était quelque chose comme ça. L'idée, c'était d'aménager, dans toute la mesure du possible, une coexistence entre marque antérieure et IG, alors industrielle et artisanale postérieure. Et ça, c'était une disposition qui faisait écho à la règle qu'on a dans les règlements au PIGP, puisque dans le cas d'un conflit marque antérieure, IG postérieure, on vise, dans toute la mesure du possible, la coexistence. Alors, pourquoi est-ce que cette exception... D'abord, on aurait pu imaginer une reprise de l'exception pour toutes les indications géographiques et pas seulement les IGPIA. Alors, pas forcément très utile, certes, puisque les règlements européens, de toute façon, s'appliquent et le principe est posé clairement. Une AOP IGP postérieure doit pouvoir coexister avec une marque antérieure. Alors, pourquoi est-ce qu'on a supprimé cette exception s'agissant des IGPIA? Très sincèrement, je pense que ça doit être une erreur de plume. Je n'ai pas, pour ma part, d'explication particulière. Je ne sais pas si vous en avez, mais ça me paraît extrêmement étonnant. Alors, est-ce qu'il faudra envisager de raisonner par analogie avec l'esprit des textes européens? C'est ce que j'aurais tendance à dire. Je pense que les solutions, de toute façon, même si on est bien sûr hors champ des règlements au PIGP, mais je pense que la philosophie des indications géographiques doit être la même. Je pense qu'on devrait continuer... en tout cas, ça serait la solution adéquate, à mon avis, à essayer de mettre en place cette coexistence. Mais je trouve ça très regrettable, effectivement, qu'on n'ait pas gardé la disposition. Je ne sais pas si vous avez des... Alors, j'ai plusieurs questions, en fait. Donc, tu l'as cité dans ta présentation. Donc, il y a Benjamin Fontaine qui nous suit. Et donc, il a deux questions. Alors, vous avez mentionné l'article L643-1 du Code rural. Pensez-vous que celui-ci puisse encore être utilement invoqué compte tenu de l'exclusivité des dispositions donc de l'Union européenne et des dispositions propres aux IGPIA? Alors, je peux te poser l'autre question si tu le souhaites. Sur la qualité à agir pour les oppositions, vous avez mentionné les producteurs légitimes. Pouvez-vous préciser à quel genre de structure vous pensez? Oui, merci pour ces très bonnes questions. Alors, s'agissant de la première, effectivement, j'ai cité le texte du Code rural sur les AOC, un peu par réflexe traditionnel, etc. Mais c'est vrai que, là encore, c'est un point de perplexité. Pourquoi est-ce que ce système et ces textes continuent d'exister alors que la Cour de justice a dit clairement que le droit de l'Union excluait les droits nationaux? Il me semble que notre bonne vieille AOC, finalement, aurait dû disparaître depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est vrai qu'on évite les contradictions les plus flagrantes, puisqu'on a quand même fait en sorte que tous les produits d'AOC obtiennent aussi une AOP, et si jamais le bénéfice de l'AOP était refusé, eh bien là, l'AOC disparaîtrait. Donc, on n'a pas de contradiction totalement flagrante. Mais c'est vrai que les textes nationaux ne servent plus à grand-chose, compte tenu de toute façon de cette prévalence du droit de l'Union. Et quand on regarde la jurisprudence, on constate très nettement le glissement, puisque autant il y a quelques années ou décennies, les juges appliquaient le Code rural, autant aujourd'hui, les juges appliquent quasi exclusivement, parfois ils appliquent les deux, mais on voit qu'ils se fondent essentiellement sur les règlements européens.
Donc, pour répondre à la question, le texte de droit français ne sert plus à grand-chose. S'agissant de la seconde question sur l'intérêt à agir, effectivement, sont visés les producteurs légitimes. À quel type de structure ça peut s'appliquer? À tout type de structure, je pense. Une personne physique qui a un droit à, puisque la difficulté, bien sûr, avec les indications géographiques, c'est qu'on n'a pas de titulaire. On n'a pas de droit de propriété. La question est discutée en doctrine, mais on n'a pas de titulaire, en tout cas clairement identifié, comme c'est le cas de la marque. Et donc, je pense que tout utilisateur légitime, c'est vraiment toute personne qui a un droit à l'indication géographique, c'est-à-dire qui remplit les conditions. Alors en France, il faut être membre de l'ODG, et puis bien entendu, il faut que les produits proposés soient conformes au cahier des charges. Et je pense que ça doit être la condition suffisante. Après, je ne pense pas qu'il y ait une condition particulière s'agissant du type de structure pour avoir un intérêt à agir. Merci Caroline. Alors j'ai une dernière question. Alors peut-être que d'autres se manifesteront pendant ta réponse. Donc ça nous vient de l'étranger, là. Donc c'est l'université de Vigo. La question porte sur l'articulation, ou plutôt la relation entre les IG et les marques de garantie. Est-ce que cette relation est susceptible d'être problématique? Est-ce qu'il y a des cas, des décisions de la Cour de justice ou du TUE d'ailleurs au demeurant, donc des décisions européennes ou des décisions françaises sur cette relation? Et donc la question, je pense, s'adresse non seulement à toi, Caroline, mais également au professeur Baintin. Bien sûr, je vais peut-être éviter de développer pour ne pas empiéter sur l'intervention de Nicolas, mais bien sûr, la réponse est oui, bien sûr, les rapports sont problématiques. Premier problème, me semble-t-il, est-ce qu'une marque de type de garantie ou une marque collective peut être constituée d'un terme géographique? On verra que la réponse n'est pas forcément la même partout. Et puis, évidemment, ce qui pose problème, ce sont les fonctions essentielles qui ne sont pas nécessairement les mêmes entre l'indication géographique, la marque de certification. Alors là, la marque de garantie peut remplir à peu près les mêmes fonctions qu'une IG. En revanche, une marque collective n'a pas pour fonction essentielle. Une marque collective a la fonction essentielle classique de la marque de droit commun, de la marque individuelle. Et oui, il y a de la jurisprudence sur ces questions, notamment l'affaire Palace-Alumi, Fleur de Coton, l'arrêt de la Cour de justice. Mais là encore, je pense que le professeur Baintin développera ces aspects. Juste quelques mots pour compléter. Je souscris à tout ce qu'a présenté Caroline. Les procédures d'obtention des signes sont radicalement différentes et on peut avoir une réelle souplesse avec le droit des marques qu'on ne trouve pas avec les indications, ce qui fait qu'il peut y avoir peut-être un effet d'opportunité plus grand avec la marque de garantie, avec l'IG qui suit une procédure assez longue pour pouvoir obtenir le signe. Donc, on peut se poser aussi la question de la rigueur du contenu du règlement d'usage versus la rigueur du cahier des charges de l'IG. Je n'ai pas d'autres questions. Très bien, allons-y dans ce cas-là. Passons au second sujet. Cette question, en fait, faisait la transition parfaite entre le premier et le second sujet. Le second sujet, qui est donc la manière dont le régime des marques collectives et des marques de garantie a évolué suite à l'intégration dans notre droit des dispositions du paquet marque. Et nous allons donc entendre le professeur Nicolas Baintin, qui est agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Poitiers, où il dirige le Master 2 droit de la propriété intellectuelle et co-dirige le Master 2 droit de la recherche et valorisation de l'innovation. Il assure également d'autres enseignements auprès d'autres institutions et universités, notamment à Paris, Milan et auprès de l'OAPI. Et outre ses nombreuses publications d'ores et déjà sur la matière, il publiera en septembre prochain chez LGDJ la 6e édition du manuel intitulé « Sobrement mais efficacement, droit de la propriété intellectuelle ». Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation, cette présentation. Merci à Yann Bazir d'avoir pensé à moi pour les marques collectives et les marques de garantie. Le sujet est tout à fait intéressant. Il est probablement un peu négligé habituellement
aussi bien dans le cadre académique que dans le cadre pratique, parce qu'en volume, c'est un volume de marques nettement moins important que les marques, dirais-je, simples habituellement déposées. En volume de contentieux aussi, c'est un contentieux moins élevé, même si je pense que l'enjeu économique actuel et les développements qu'on peut avoir pour ces signes sont porteurs de grandes perspectives. Ces marques collectives me semblent répondre à notre économie ou à une partie de notre économie contemporaine avec ces notions de communauté, de partage, de développement durable, d'économie collaborative. Et ce sont des signes qui répondent parfaitement à la mise en place de ces dynamiques économiques complémentaires. Ça me paraît aussi, par exemple, des signes qui peuvent être efficacement utilisés pour la confiance dans l'économie numérique. On avait une grande marque, une grande loi pour établir la confiance dans l'économie numérique et peut-être qu'elle aurait pu bien plus fournir de place aux signes collectifs, qualitatifs pour accompagner les consommateurs. C'est une matière donc, qui a une place assez technique et qui était plutôt mal aimée ou mal gérée en droit interne, ce qui fait que l'apport du droit de l'Union européenne pour nous est très important et ça va clairement apporter une remise à niveau, je vais essayer de vous présenter, de notre solution. Les marques collectives et collectives de certification émergent en 1964. Elles sont réformées en 1991, mais ni la solution de 1964 ni la solution de 1991 finalement ne permettaient d'avoir un mécanisme clair en la matière. Et le droit de l'Union, lui, s'est emparé au fur et à mesure de ces deux catégories de signes, de marques, d'abord avec la directive de 2008, puis le règlement de 2009, et évidemment le paquet est venu renforcer la démarche à la fois pour l'initiative de l'Union européenne et puis pour la part directive avec un aménagement des droits nationaux, faisant de la marque collective un signe commun à tous les États de l'Union européenne, ce qui est un apport tout à fait important, et proposant en option cette marque de certification qu'on a appelée en droit interne marque de garantie. Donc, l'apport pour nous du droit européen est important parce qu'il constitue évidemment une opportunité pour essayer de gommer en partie au moins les imperfections substantielles de notre droit interne des marques collectives qui faisaient qu'une partie importante de la doctrine se posait la question de l'intérêt même de cette qualification ou du risque qu'il pouvait y avoir à utiliser une telle qualification. Et l'ancien article L715.1 était évidemment marqué surtout par ces carences, au point qu'aujourd'hui, on a, au moins pour la réforme, des vraies difficultés pour simplement identifier les marques collectives. On sait que l'INPI ne proposait pas de solution d'identification et donc quand on déposait une marque collective, on déposait une marque simple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qu'une marque simple ou une marque collective, simplement au regard du registre, on n'a pas du tout d'informations suffisantes. Ça crée évidemment une fragilité juridique dans l'analyse, par exemple, de l'exploitation du signe conformément à son régime et à sa destination. Et à l'aune de tous ces éléments, il est clair que la réforme devrait apporter une sécurité juridique tout à fait substantielle pour l'ensemble des parties prenantes, aussi bien les titulaires de ces marques collectives et marques de garantie, mais aussi des informations substantielles pour les tiers et des informations probablement substantielles aussi pour les utilisateurs potentiels, parce qu'on a maintenant clairement, j'y reviendrai, une obligation de publication des règlements, ce qui fait que ceux-ci deviennent accessibles, transparents, et on va avoir une amélioration claire de l'écosystème des marques collectives et marques de garantie. Alors, est-ce que ça va, cette réforme légale, encourager la prise en main par les opérateurs économiques de ces catégories de marques et permettre une vraie extension et une vraie intégration dans les stratégies marketing des opérateurs de ces marques collectives? On peut l'espérer. Il est évident que l'accroissement de la garantie juridique va plutôt renforcer l'attractivité de l'outil, mais il est évidemment encore trop tôt pour savoir si cela va effectivement se traduire dans les semaines, mois ou années à venir.
Quelques mots encore, deux aspects introductifs. D'abord, un problème de vocabulaire. Une fois encore, ce n'est pas la première fois, mais on renouvelle, dirais-je, cette triste expérience. On a décidé de ne pas maintenir le vocabulaire du droit de l'Union européenne en droit interne, et donc la marque européenne collective devient, la marque européenne de certification devient une marque de garantie en droit interne. Il faut évidemment surtout pas imaginer que le changement de vocabulaire puisse emporter une quelconque influence sur le régime. Notre droit interne doit être conforme à la directive, et quand on voit combien la directive est nourrie aussi par l'expérience des marques de l'Union européenne, il est évident qu'il faut très clairement lire notre marque de garantie à l'aune des solutions aussi des marques de l'Union européenne, quand bien même il s'agit de la transposition d'une directive et pas l'application du règlement, cela va de soi. Donc, pour ma part, je regrette, comme je regrette en droit des dessins et modèles, qu'on ait changé une partie du vocabulaire. C'est toujours mauvais parce que ça crée des incertitudes pour les utilisateurs, et c'est à nouveau une fragilité du droit interne. Ça ne servait absolument à rien de faire cela. Deuxième point important en introduction, ce sont des dispositions transitoires qu'il a fallu discuter assez amplement avec le rédacteur de l'ordonnance et du décret, parce qu'il y a évidemment une telle évolution de régime entre les solutions antérieures à la transposition de la directive et les solutions issues de l'ordonnance, qu'il fallait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du stock de marques collectives et du marque collective de certification qui sont encore en vigueur, dirais-je, et dont des opérateurs sont propriétaires en France. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur ce point-là. La solution retenue est une solution indéniablement à minima, mais qui va au moins permettre d'accroître un petit peu la sécurité juridique, ce qui va nécessairement dans le bon sens. On aurait pu proposer, par exemple, que les titulaires des marques anciennes collectives ou marques collectives de certification entrent dans le système du nouveau régime. On aurait pu adopter plusieurs solutions. Ce qui est retenu, c'est l'article R718-7 donc, du Code de la propriété intellectuelle qu'on trouve dans le décret d'application de l'ordonnance et qui accorde un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du décret pour que les propriétaires de marques puissent faire mentionner sur le registre la qualité de la marque, donc soit marque collective de certification pour les anciennes marques, soit marque collective pour les anciennes marques collectives. Je pense que cette mesure est une mesure à minima, mais va au moins fournir la possibilité d'identifier ces marques, de leur attribuer des régimes et donc de pouvoir ensuite tirer toutes les conséquences de la jurisprudence pour savoir, par exemple, s'il y a un usage conforme au régime de la marque, ce qui reste une question tout à fait importante pour pouvoir savoir s'il y a une déchéance, s'il y a une possibilité d'action en contrefaçon, et c'est vraiment une question tout à fait essentielle. Donc là, il y a un délai qui court. Alors le Covid va allonger un peu évidemment ce délai, mais il reste essentiel pour les praticiens d'accompagner leurs clients pour mettre à jour, si possible, les registres et qu'on puisse clairement, cette fois-ci, identifier les marques anciennes collectives qui resteront évidemment soumises au régime ancien, les marques collectives de certification anciennes qui resteront elles-mêmes soumises au régime ancien, et puis les nouvelles marques collectives et les nouvelles marques de garantie qui seront soumises au nouveau régime. Donc, on va avoir une cohabitation sur le marché de signes distinctifs collectifs qui auront quand même pour partie des régimes différents, ce qui peut là aussi certainement limiter la parfaite intégration de la fonction de la marque à l'égard des consommateurs, puisqu'on a au moins finalement 4 signes qui répondent à 2 grands blocs de régimes et qui auront des différences légales sensibles. Donc voilà pour cette question du mécanisme transitoire et de la diligence nécessaire. Il n'y a pas de sanction. Donc si je ne mentionne pas, eh bien je reste dans l'état antérieur et il faudra à nouveau, dirais-je, pédaler pour essayer de savoir quelle est la nature de la marque qui m'est opposée. Et c'est un problème aussi bien
pour le propriétaire de la marque qui devra rapporter la preuve de la nature de l'usage pour en tirer les conséquences de la qualification et pouvoir soutenir son action. C'est un problème évidemment aussi pour les tiers qui font un usage de la marque en question. Donc on améliore, vous voyez, la sécurité juridique, mais on n'atteint pas un optimum en la matière. Alors, pour essayer de présenter assez rapidement les apports de la réforme, je vais agir de façon tout à fait originale en 2 temps et je vais avoir un temps sur les nouvelles notions et puis un second temps sur les éléments de régime. Ça va être assez didactique, j'espère. Alors, d'abord, point qui est assez important et qui certainement soulèvera quelques difficultés, à l'image de ce qu'on faisait antérieurement, et ce n'est pas une surprise, ça a été aussi très justement rappelé par Caroline Goffik, la marque collective, la marque de garantie constitue des marques. Et donc, il y a impérativement une articulation entre le droit, dirais-je, commun des marques et le droit spécifique des marques de garantie et des marques collectives. Donc, je vais absolument pas reprendre l'intégralité de la réforme du droit des marques et me consacrer uniquement aux éléments spécifiques de ces 2 catégories de marques qui sont intégrées dans notre droit interne. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que la marque de garantie doit répondre à toutes les conditions de fond du droit des marques, de même la marque collective doit répondre à ces mêmes conditions. Alors, dans l'établissement de ces 2 nouveaux outils, on a naturellement des définitions, une définition spécifique pour la marque de garantie, une définition spécifique pour la marque collective, et puis on a des réformes qui vont nourrir la limitation des personnes pouvant être propriétaires, et on a évidemment des développements importants sur le règlement d'usage. C'est ces 3 points que je vais essayer de balayer rapidement dans un premier temps. D'abord donc pour l'identification et la notion, et cette notion de définition me semble extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on doit qualifier la marque au moment du dépôt. Là où la solution antérieure, pour de bonnes ou de mauvaises raisons finalement, laissait largement le flou sur la nature du signe, il y a maintenant un travail très important, et notamment de la part des conseils. Peut-être que ça peut aussi faire générer des contentieux sur la qualité du conseil et l'accompagnement des opérateurs économiques, mais on doit au moment du dépôt qualifier la marque simple, collective ou garantie, et en fonction de la qualification, évidemment, répondre aux conditions de dépôt, puis ensuite aux conditions d'exploitation. Donc, le travail de qualification en amont prend maintenant une portée tout à fait importante, d'où l'enjeu des définitions proposées pour les marques de garantie et les marques collectives. Alors, pour la marque de garantie, je vais passer rapidement sur la définition. Vous la trouvez tous facilement à l'article L715.1 du Code de la propriété intellectuelle. On retrouve évidemment des éléments très proches des indications géographiques. C'était le bref échange qu'on a eu avec Caroline tout à l'heure, puisqu'on nous dit que la marque est de garantie lorsqu'elle est utilisée pour distinguer des produits et des services pour lesquels la matière, le mode de fabrication de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garanties. On voit que la liste n'est pas limitative et il appartiendra donc à l'opérateur économique d'être capable d'identifier dans le dépôt de la marque de garantie des caractéristiques spécifiques qui peuvent justifier la mise en place d'un tel signe distinctif. Cette liste non limitative va devoir ou devrait ouvrir des opportunités et il me semble notamment pour l'économie de service, que ça peut ouvrir un certain intérêt, je pense, aux services de paiement en ligne, aux services de garantie, aux services de notation. Voilà des terrains pour lesquels on pourrait avoir des marques de garantie déposées pour certifier de la qualité spécifique de certains services dans la nouvelle économie. À mon sens, c'est peu fait pour le moment, mais on a ici des possibilités assez importantes. Donc, cette identification des qualités, elle est exprimée un peu différemment de la formulation du régime antérieur, mais je ne pense pas ici qu'il y ait une vraie évolution dans ce champ de définition des domaines d'application. En revanche, la différence, c'est qu'il faut cette fois-ci qualifier au moment du dépôt.
Pour la marque collective, qui donc maintenant est obligatoire pour tous les États de l'Union européenne, l'évolution est beaucoup plus sensible parce qu'on passe d'un régime famélique qui finalement ne pouvait être identifié que dans la cause spécifique de déchéance qui était prévue dans l'ancien droit des marques, à la mise en place d'un régime complet avec une définition beaucoup plus précise et qui permet à notre droit interne d'être davantage en ligne ou pleinement en ligne avec le droit de l'Union et avec les enjeux de ces signes distinctifs collectifs. Là aussi, ça a été rappelé rapidement tout à l'heure, la marque collective est une marque qui remplit les mêmes fonctions qu'une marque simple, simplement au lieu d'identifier un opérateur économique, on identifie une catégorie d'opérateurs économiques. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir distinguer des produits et services d'une catégorie d'opérateurs économiques par rapport aux autres opérateurs économiques. Et c'est ce que vient préciser la définition de la marque. L'ordonnance la définit comme une marque désignée lors de son dépôt. On retrouve ici l'enjeu de la qualification, propre à distinguer les produits ou services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. Et donc, c'est bien distinguer et on retrouve cette fonction. Mais on a un intérêt collectif qui est défendu face à un intérêt individuel habituellement protégé par la marque simple. On a donc pleinement une complémentarité et on voit que l'un des grands apports de la réforme, c'est de mieux identifier les champs d'application de la marque simple, de la marque collective et de la marque de garantie, d'offrir des champs respectifs clairs à chacune de ces marques et de permettre évidemment à l'avenir des combinaisons entre ces signes pour les opérateurs économiques. Deuxième point, toujours dans ces éléments nouveaux, c'est qui peut devenir propriétaire d'une marque collective ou d'une marque de garantie. Ce sont les articles L715.2 et L715.7 nouveaux du Code de la propriété intellectuelle qui apportent ces éléments, avec ici des aménagements tout à fait spécifiques pour l'une ou l'autre de ces catégories de marques et des changements par rapport au droit antérieur, ce qui là à nouveau pourrait soulever quelques difficultés, notamment dans le régime antérieur, une personne physique pouvait être propriétaire d'une marque collective et dans le régime nouveau, les personnes physiques sont exclues. Donc on voit bien que dans la logique de cohabitation de l'antérieur et du nouveau, on aura aussi des propriétaires de marques collectives qui pourront être des personnes physiques s'il s'agit de marques soumises à l'ancien régime. On a une petite hétérogénéité. On peut penser qu'avec l'écoulement du temps, les choses se lissent et qu'on ait de moins en moins de marques collectives ou de marques collectives de certification soumises à l'ancien régime, mais il restera toujours évidemment des queues de comète. Alors, pour la marque de garantie, le mouvement est plutôt à l'ouverture par rapport à l'ancien régime, puisque l'appropriation est possible par les personnes morales comme par les personnes physiques. C'est aussi évidemment ouvert à toutes les personnes morales de droit public. L'enjeu ici, c'est pas tant la qualité, personne physique ou personne morale, personne de droit privé, personne de droit public, que l'indépendance. Et ça me semble un apport tout à fait important. L'ordonnance, la directive, porte une attention forte à l'absence de conflit d'intérêts entre le déposant et le bénéficiaire de la certification et évidemment, éventuellement aussi entre le déposant et celui qui va être en charge de la certification, les éléments pouvaient être tout à fait autonomes. Pour la marque collective, je vous l'ai dit, les personnes physiques en sont exclues, donc maintenant, seules des personnes morales peuvent être propriétaires de marques collectives. Et là encore, pas toutes les personnes morales, mais simplement des catégories limitées de personnes morales, puisque ne peuvent être propriétaires des marques collectives que les associations, groupements de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, ainsi évidemment que toute personne morale de droit public. Donc, cette idée d'une défense d'un intérêt collectif est très directement traduite dans cette limitation des opérateurs pouvant être titulaires d'une marque collective dans le nouveau régime. Là encore, il faudra évidemment s'assurer d'une cohabitation, d'une articulation entre les solutions du droit antérieur et les nouvelles solutions adoptées par la transposition de la directive.
Notez ici toutefois qu'un groupement, s'il est éligible à devenir propriétaire d'une marque collective, ne représente pas nécessairement toutes les parties prenantes d'un secteur ou d'une activité donnée. Donc, il faudra éventuellement aussi se poser ponctuellement la question de la légitimité ou d'éventuels conflits entre des groupements qui chercheraient à avoir une marque collective pour une activité donnée, alors qu'il y a 2 ou 3 groupements d'opérateurs qui sont en concurrence sur un marché en question. D'où l'intérêt éventuellement ponctuellement de l'action des pouvoirs publics qui peuvent avoir une action encore plus collective que les groupements en question. Troisième point tout à fait central dans cette réforme de l'accès aux signes distinctifs collectifs, marque collective, marque de garantie, c'est évidemment la question du règlement d'usage. Notre droit antérieur était particulièrement discret, pour ne pas dire plus, sur cette question, et la directive, avec raison, est beaucoup plus exigeante, et l'exigence commence, je l'ai mentionné tout à l'heure, par l'obligation de publier ce règlement d'usage. Alors, l'ordonnance renvoie aux dispositions réglementaires pour connaître le contenu du règlement d'usage, et on retrouve des solutions spécifiques, aussi bien pour le règlement d'usage de la marque de garantie que des dispositions pour le règlement d'usage de la marque collective. Je ne pense pas passer au travers de toutes les dispositions pour des raisons de temps et puis pour éviter d'endormir directement l'auditoire. Je ne suis pas le Nicolas Epin-Prenel, en tout cas, ce n'est pas encore l'heure. Donc, je vais passer et attirer votre attention sur quelques points. Dans les 2 cas, le décret me semble imposer des informations qui ne relèvent pas d'un règlement d'usage, impose des redondances, par exemple identifier le signe, identifier le propriétaire de la marque, alors que ce sont des informations qui, par nature, sont dans le dépôt. Donc, on ne voit pas pourquoi le règlement d'usage devrait reprendre un élément du dépôt de la marque, alors que le règlement d'usage est lui-même un élément qui conditionne la légalité du dépôt de la marque de garantie ou de la marque collective. Sur les points très sensibles, c'est évidemment les conditions dans lesquelles, dans le règlement, on va identifier les caractéristiques spécifiées garanties d'un côté ou les conditions de recours à la marque collective de l'autre. On nous dit que la description, par exemple, pour les marques de garantie doit être objective, précise, claire, complète et exhaustive pour garantir une cohérence des produits et permettre une transparence pour les opérateurs économiques qui en vont faire le recours. Il n'y a pas beaucoup d'éléments complémentaires ici et il me semble que il y aura nature ici à discuter très fortement ces règlements d'usage qui ne peuvent pas avoir des effets d'éviction du marché parce qu'il y aurait naturellement des problèmes en droit du marché, en droit de la concurrence, qui ne doivent pas non plus être soumis à une approche discrétionnaire parce que ça ne remplirait clairement pas les mécanismes. Donc ici, il y a à mon sens, une réelle souplesse qui est laissée aux parties dans la rédaction du règlement. Il y a des objectifs assez vagues et il faudra voir comment on rédige ce règlement d'usage pour répondre aux objectifs fournis par le législateur. Il me semble toutefois que, assez clairement, le règlement d'usage, j'oserais dire en analogie avec le brevet, doit permettre à l'homme du métier de comprendre exactement ce qu'il doit faire pour pouvoir répondre aux conditions de fond. Et donc, on aura un objectif de lecture, un objectif de transparence du règlement d'usage qui devra être fait en ce sens. On doit prévoir des sanctions, on doit avoir une police de l'usage. Pour autant, je ne pense pas, par exemple, qu'on puisse anticiper dans le règlement d'usage quel usage pourrait être une contrefaçon et quel usage ne serait pas une contrefaçon. L'appréciation de la contrefaçon ne relève pas du règlement d'usage, mais relève de la mise en œuvre du droit des marques soumis à l'appréciation du juge. Enfin, toujours pour les marques de garantie, il faut éventuellement mentionner les opérateurs à même de fournir les accréditations, les certifications liées à ces marques de garantie. Pour les marques collectives,
on retrouve toute une série de réserves identiques à celles que j'ai faites pour les marques de garantie. On se demande pourquoi il y a aussi des dispositions qui peuvent être des dispositions qui relèvent des statuts de l'opérateur titulaire de la marque de garantie. Et par exemple, savoir quel est le représentant légal du titulaire de la marque de garantie, ça ne relève pas d'un règlement d'usage, ça relève des statut, du droit des sociétés ou du droit des associations, mais pas d'un règlement d'usage. Et donc, il y a ici une confusion des genres qui me semble mauvaise, surtout qu'on voit qu'il y a quelques décisions récentes en droit sur les conditions dans lesquelles je peux exclure d'un groupement un opérateur qui ne respecte pas un règlement d'usage du droit des marques. Et les juges font, à mon sens à raison, très clairement la différence entre une sanction en droit des marques et une sanction en droit des groupements. Et le passage de l'un à l'autre n'est pas évident, et notamment, il y a une claire autonomie entre le droit des groupements et le droit des marques. Et si je veux vouloir exclure quelqu'un de mon groupement parce qu'il ne respecte pas mon règlement d'usage, il faut que ce soit dans les statuts du groupement et pas dans le règlement d'usage de la marque. Enfin, dernier point, les pouvoirs de contrôle de l'Office ici sont extrêmement faiblement envisagés. On nous dit qu'il faut soumettre, on nous dit qu'il faut communiquer. Est-ce que l'INPI contrôlera, étudiera, aura un pouvoir d'appréciation de la juste transparence ou de la pleine exhaustivité des critères? Je pense que l'Office est plutôt neutre ici, mais ça posera évidemment des difficultés au stade ultérieur, contentieux de la nullité, contentieux de la déchéance, pour ces éléments-là. Donc, on a une vraie difficulté, d'autant plus que le règlement d'usage peut être tout à fait technique et il n'est pas dans les compétences d'un juriste classique de droit des marques d'apprécier ces critères. En quelques minutes, pour pas trop déborder de mon temps, je vais vous parler du régime qui est aussi adapté pour la marque de garantie et la marque collective, régime qui est adapté toujours dans un balancement entre l'application du droit commun des marques et les développements spécifiques pour la marque collective et la marque de garantie. Alors, là encore, c'est tout à fait intéressant, mais on nous rappelle clairement que ces deux marques sont des propriétés. Donc, il y a un propriétaire et on applique les mécanismes de la propriété. C'est-à-dire que la marque peut circuler, la marque peut être exploitée. D'autre part, on distingue très clairement l'utilisation à l'aune du règlement, qui ne relève pas du champ des licences. Donc, je ne conclus pas un contrat de licence de marque avec l'opérateur qui répond aux conditions de fond au règlement d'usage. C'est parce qu'il correspond au règlement d'usage qu'il peut exploiter la marque. Mais ça n'interdit pas de conclure un contrat de licence sur une telle marque. Mais le contrat de licence, par exemple, conduira à déléguer à un opérateur le pouvoir de mettre en œuvre le régime de la marque collective, si je prends ce cas-là. Donc, il faut ici très clairement distinguer les actes d'exploitation de la marque et la mise en œuvre du règlement d'exploitation du signe distinctif. Je peux donc avoir les différentes formes d'utilisation. Je peux faire circuler la propriété avec à nouveau ici une limite, c'est que l'acquéreur de la marque de garantie, comme l'acquéreur de la marque collective, doit répondre aux conditions de fond imposées par la marque de garantie ou la marque collective pour identifier quels sont les opérateurs qui peuvent en être les propriétaires. Ce sera éventuellement d'ailleurs un moyen pour des marques antérieures détenues par des personnes physiques de se mettre en conformité éventuellement avec le régime nouveau. Au-delà de cette classique exploitation-circulation du droit de propriété, l'ordonnance vient adapter pour la marque collective et pour la marque de garantie le régime des nullités et le régime des déchéances. À nouveau, on a les règles classiques du droit des marques, à quoi on ajoute des règles spécifiques pour ces deux catégories de marques. Si je résume rapidement mon propos de façon assez simple, sont frappées pour l'une et pour l'autre de cause de nullité ou de cause de déchéance les règles spécifiques attachées à ces catégories de marques. Donc là où j'ai présenté des conditions spécifiques liées au règlement, au titulaire, aux conditions d'exploitation, ainsi de suite, eh bien on va retrouver la prise en considération de ces éléments spécifiques au stade des sanctions, que ce soit la nullité ou la déchéance. Dans le cas de la déchéance, on peut noter par exemple que la police de l'usage
pourra être sanctionné sur le terrain de la déchéance. Donc, ça impose une action dynamique forte de la part du propriétaire de la marque dans ses différentes formes d'utilisation. Pour l'usage sérieux, on retrouvera évidemment les éléments classiques, mais il faudra que ce soit un usage sérieux qui corresponde à la qualification. Donc, si je dépose une marque de garantie, j'aurai un usage sérieux de ma marque en tant que marque de garantie avec toutes les conditions attendues. Et si j'ai une marque collective, ce sera évidemment un usage sérieux en tant que marque collective. Donc, le simple fait qu'un opérateur utilise le signe permettra peut-être pas de répondre à cette catégorie. Donc, on a, dirais-je, dans l'économie générale du système, une mise en abîme des spécificités de ces deux catégories de marques et on tire les sanctions de ces spécificités des deux catégories de marques au stade des régimes. Enfin, pour conclure, quelques éléments sur la défense, aussi bien de la marque de garantie que de la marque collective, évidemment les actions en contrefaçon, évidemment les actions avec les douanes sont parfaitement possibles pour ces deux catégories de marques et on a à nouveau ici le besoin d'identifier les opérateurs qui vont pouvoir engager l'action avec une tendance que je résumerai à une tendance à la centralisation de l'action, alors qu'on a des modèles qui sont plutôt des modèles multipolaires. Alors, ça peut être justifié par une cohérence de la gestion de la marque de garantie ou de la marque collective, mais peut-être que l'intérêt collectif pourrait trouver d'autres formes de défense ici. Donc voilà, rapidement résumé les apports de la réforme pour ces deux catégories de marques. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'espère que le gain en clarté du régime de ces deux marques vont permettre un meilleur usage par les opérateurs du marché de celles-ci. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. En tout cas, en termes de gain de clarté, vous nous avez éclairé sur les incidences de la transposition de la directive et les nouvelles dispositions de droit français en matière de marque de garantie et de marque collective. Alors, en tant que première question, j'aurais aimé avoir votre avis sur, vous avez évoqué les causes de déchéance spécifiques. J'aimerais parler des causes de nullité spécifique, de rejet et de nullité spécifique des marques de garantie et des marques collectives, puisque les articles L715.4 et L715.9 du Code dispose que la marque peut être rejetée ou annulée si elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, et notamment, et c'est là que c'est très important, et c'est là que ça peut être problématique pour nombre de titulaires de marques collectives et de marques de garantie, lorsque la marque est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie. Est-ce que là, il n'y a pas une vraie difficulté, puisqu'on sait très bien qu'il y a un grand nombre, et même une majorité de marques collectives et de marques de garantie qui, a priori, n'apparaissent pas dans leur graphisme, dans leur nom, aux yeux du public, comme des marques de garantie ou des marques collectives. Je ne doute pas qu'il y ait ici un vrai problème et je partage votre interrogation. Maintenant, il me semble que la mise en place de cette sanction répond bien à l'économie générale de la réforme, c'est-à-dire mieux caractériser les signes et sanctionner les signes. Toutes les fois, ils ne sont pas utilisés au regard de ce que envisage le législateur. Ça veut dire que il va falloir plus clairement peut-être communiquer, par exemple, sur ces signes et plus clairement indiquer aux consommateurs que telle ou telle mention emporte des garanties particulières. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que quand on voit Woolmark sur un pull, ça renvoie à toute une série d'éléments, mais il peut être tout à fait bon de communiquer. Et on voit bien que parmi peut-être l'obligation de police de l'usage de la marque qu'a en charge le titulaire, il y aura ce travail de faire que le consommateur ait conscience qu'il est en présence d'une marque de garantie ou d'une marque collective. Et si je ne mets pas à même le consommateur d'identifier ces catégories de signes, je ne remplis pas mes obligations en tant que titulaire. Donc, on offre un espace plus clair, mais cela s'accompagne d'un certain nombre d'obligations et évidemment, ça rend les choses certainement un peu plus compliquées pour les titulaires. Donc, je ne peux pas simplement utiliser cette marque comme un outil complémentaire ou un outil d'éviction. Il faut que les conditions soient claires et il faut aussi que ce soit un usage clair à titre de marque
collective ou à titre de marque de garantie pour les consommateurs. Néanmoins, on voit que c'est la suite classique du droit des marques. Aujourd'hui, si j'appose mon signe approprié à titre de marque sur un produit, mais que le consommateur ne comprend pas qu'il s'agit d'un usage à titre de marque, je veux aussi pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas un usage à titre de marque. Donc, on l'a avec la jurisprudence, je ne sais pas, I Love Paris ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs décisions qui ont retenu qu'il n'était pas possible pour le consommateur de comprendre qu'il s'agissait d'un usage à titre de marque pour des marques simples. Eh bien, on doit remplir les mêmes objectifs pour ces deux autres catégories de signes distinctifs. Merci bien. Yann, de votre côté, y a-t-il des questions? Oui, alors il y en a beaucoup là. J'ai sur la plateforme, sur la boîte mail également et sur LinkedIn. Donc je vais essayer de faire le maximum. Alors, une première question donc, qui a été posée par Nathalie Paco. Donc, comment analyser la nature juridique du règlement d'usage et l'obligation de mise à jour de ce dernier ne doit-elle pas s'appliquer également aux marques donc, qui étaient couvertes sous l'ancienne loi? La nature juridique du règlement d'usage, ça c'est une excellente question. Je pense que le règlement d'usage est un élément du droit de propriété délivré. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une marque si je n'ai pas un règlement d'usage conforme. Donc, ça intègre le régime de la marque et je pense que c'est un élément du droit de marque qui vient s'ajouter. C'est ce qui rend ces signes spécifiques. Dans les marques ordinaires, j'ai deux éléments pour le droit de marque, le signe et le libellé. Et ici, j'ai trois éléments, le signe, le libellé et les règlements d'usage. Et mon droit de marque est l'articulation de ces trois éléments. Donc, ça, pour moi, ça s'intègre directement dans le contenu, dans les éléments constitutifs de la marque. Et vous le savez, s'il me manque, si le signe n'est pas conforme, si le libellé n'est pas correctement rédigé, ou eh bien demain, si le règlement d'usage n'est pas correctement établi, on devrait avoir à peu près, ou pas à peu près, on devrait avoir les mêmes sanctions. Alors, doit-on réformer les règlements d'usage antérieurs? C'était l'une des discussions qui avait été engagée avec le pouvoir exécutif dans la rédaction au début de l'ordonnance et puis ensuite du décret. L'une des pistes avancées était de dire, bien, proposer aux titulaires de marques antérieures, un, de pouvoir qualifier leur marque et deux, de pouvoir publier leur règlement. Rien de tout ça est retenu de façon coercitive. J'ai commencé tout à l'heure par indiquer qu'on nous proposait simplement de qualifier la marque dans le registre, dans le délai d'1 an qui est dans les dispositions réglementaires. Dans la mesure où la marque reste soumise au régime antérieur, je ne suis pas convaincu qu'il faille modifier le règlement d'usage antérieur si le règlement d'usage antérieur était conforme aux dispositions légales antérieures. Il y aura peut-être d'autres discussions sur les modalités d'application dans le temps de la réforme, mais on fait cohabiter clairement différentes catégories de marques puisqu'on ne supprime pas les marques antérieures, on n'adapte pas le régime nouveau aux marques antérieures, donc il y a certainement des possibilités de cohabitation et donc de maintien de règlements d'usage antérieurs. Maintenant, je tiens à signaler que la jurisprudence a fait un gros travail pour montrer que notre solution antérieure a été loin d'être acceptable. On doit toujours faire ce travail de qualification et on doit avoir un règlement d'usage dans le droit antérieur. Et ce n'est pas parce que le droit antérieur était faiblement développé que les qualités intrinsèques du règlement d'usage ne doivent pas être peu ou prou celles qui sont aujourd'hui imposées explicitement par le décret. Donc, il fallait toujours des dispositions transparentes, claires, qui ne constituent pas des mesures artificielles, des barrières à l'entrée au marché et ce type de points. Donc, peut-être une mise à jour, mais de toute façon, il est bon de s'assurer que le règlement d'usage est conforme au droit du marché à tout le monde. Alors,
On va passer à d'autres questions. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question sur la nature juridique de l'usage, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue que la marque, c'est un signe qui est composé de deux éléments, un signifiant avec un signifié. Et finalement, on pourrait considérer que pour les marques de certification, marques de garantie désormais, cette question du règlement d'usage s'intègre finalement dans cette globalité, dans ce signe distinctif qu'est ce type de marque particulier. Donc, je pense qu'effectivement, ça intègre également donc, le droit exclusif et donc à voir après comment on porte atteinte à ce règlement d'usage. Parce que vous le savez, hein, le signifiant, donc la marque telle qu'on l'envisage, mais le terme est galvaudé à ce moment-là, la marque, on y porte atteinte avec l'imitation. Le signifié, donc à savoir les produits et les services, on y porte atteinte dans les hypothèses où on utilise une marque authentique dans un contexte qui serait effectivement dénaturant, et je pense notamment aux hypothèses de reconditionnement, de réétiquetage, etc., etc. Donc oui, je pense que le règlement d'usage, comme vous l'avez dit à raison, ça s'intègre dans le droit de propriété parce que ça intègre le signe dans sa globalité. Alors, d'autres questions. Alors, il y a énormément de questions, hein. Il y a Pilar Montero donc, qui interviendra pour la 4e session qui nous suit et qui a une question pour vous deux, donc pour Caroline et pour Nicolas Banctin. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour les présentations. Alors, elle aimerait avoir votre opinion sur l'impossibilité de faire un registre de marques, un enregistrement, je pense, de marques de certification de l'Union européenne avec des termes géographiques. Et là, une question adressée au professeur Banctin. Que pensez-vous de l'organisme qui pourrait ou qui devrait faire un contrôle des règlements d'usage? Je laisse Caroline pour au moins la première partie. Merci. Je crois que c'est une question qui a été posée aussi par Benjamin Fontaine. Donc la question, c'est que penser de l'exclusion par le législateur européen de la possibilité d'enregistrer des marques de garantie composées de termes géographiques. Si je comprends bien, la question, c'est sur la superposition éventuelle d'une marque de certification ou de garantie avec une indication géographique. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui est revenu plusieurs fois sur le devant de la scène. Et quels seraient les avantages du cumul? Les avantages, à mon avis, sont principalement d'ordre marketing, puisque l'avantage d'une marque, c'est que, bien entendu, on peut y faire figurer des éléments figuratifs, visuels, donc plus attractifs pour le consommateur. C'est quelque chose d'ailleurs qui est utilisé, mais bien sûr, par la voie des anciennes marques collectives. On a des marques comme Comté, par exemple, qui sont des marques collectives avec la petite cloche verte qui est assez bien connue ou reconnue par les consommateurs. Et c'est vrai que ces signes-là sont sans doute plus parlants pour les consommateurs, d'autant qu'on a un déficit de notoriété pour les indications géographiques. Ce ne sont pas des choses qui sont extrêmement bien connues ou reconnues par le consommateur européen dans l'ensemble. Donc, c'est vrai que la marque de garantie pourrait avoir, d'une part, elle pourrait remplir des fonctions à peu près similaires, et d'autre part, en superposant l'aspect visuellement attractif, ça pourrait être un atout pour les indications géographiques. En même temps, l'inconvénient, c'est sans doute le cumul lui-même. Est-ce que le consommateur ne risque pas d'être complètement perdu en voyant sur un même paquet une indication géographique, une marque de garantie, potentiellement une marque collective avec un sous-club à l'intérieur de l'indication géographique, et puis en plus la marque individuelle du producteur qui voudrait se démarquer aussi de ses à la fois alliés et concurrents. Je pense que le consommateur risque un peu d'être le grand perdant dans tout cela. En tout cas, la question est tranchée au niveau européen. On a fait le choix d'exclure les marques de certification composées de termes géographiques, et je pense qu'ici on a l'affirmation de la vision européenne qui est très affichée sur la scène internationale, c'est qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes et que les indications géographiques sont protégées, doivent être protégées par le biais d'un instrument sui generis. Donc je pense qu'il y a des considérations aussi de politique juridique derrière tout cela. Alors moi je suis assez mitigée, mais personnellement, mon sentiment, c'est plutôt que c'est quand même une bonne chose parce que je crains un peu l'effet cumul de tous ces signes. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de protéger, de mettre en valeur une indication géographique. Pour ajouter quelques mots, malheureusement, il a abandonné. J'avais un doctorant qui travaillait sur les signes distinctifs dans le secteur vitivinicole et il avait
constaté qu'on pouvait facilement avoir 9 régimes de signes différents sur une seule bouteille. Et évidemment, ça n'aide pas la compréhension de la lecture des informations diffusées par ces signes pour le consommateur. Pour répondre à la deuxième question, quels organismes contrôlent le règlement d'usage? Il n'y a rien en droit interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense que là, c'est un terrain assez compliqué parce que le règlement d'usage est un élément de la marque, on l'a évoqué, il doit être présent. On peut avoir un contrôle formel, et ça, je pense que les offices le feront, c'est-à-dire qu'il y a une série d'informations qui doit être présente dans le règlement. Il y a 9 points, 10 points, donc c'est assez simple pour l'office de s'assurer qu'il y a, dirais-je, on satisfait formellement à ces éléments une sorte de mauvais contrôle de compliance. On pense que la forme remplace le fond, mais le vrai enjeu du règlement d'usage, c'est naturellement les dispositions au fond, les dispositions substantielles sur les caractéristiques garanties ou sur les caractéristiques qui justifient l'union d'un certain nombre de producteurs. Et sur ces questions-là, il me semble que les offices n'ont pas de pouvoir spécifique. On ne leur donne pas un pouvoir de sanction des règlements d'usage. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça, ni dans l'ordonnance, ni dans le décret. Peut-être que l'INPI interprétera les choses autrement et va se reconnaître un pouvoir spécifique sur ce terrain-là, mais je ne crois pas. Et donc, si ce n'est pas l'office, eh bien, ce sera nécessairement un débat devant les juges, quoi. Il n'y aura pas d'autre solution. Et alors, il faudra savoir, est-ce que c'est le juge des marques? Ça me semble devoir être le cas puisque c'est un élément de la marque. Après, on voit que le règlement d'usage peut générer des vrais problèmes en droit commercial, donc des éléments d'exclusion. Est-ce que dans une action en concurrence déloyale, je ne peux pas discuter le règlement d'usage d'une marque? Donc, est-ce que, puisque c'est qu'une question de concurrence déloyale, je peux discuter ça devant le juge du commerce, ou parce que c'est la discussion d'un règlement d'usage attaché à une marque, je dois aller devant le juge de la marque? Il y aura encore évidemment des points qui seront à discuter, mais et dernier point, une fois qu'on a réglé le juge, il y aura certainement besoin d'une expertise. À nouveau, on peut avoir des éléments tout à fait techniques dans le règlement d'usage. Quand j'envisage la qualité de production d'un produit, ce n'est pas quelque chose qui s'apprécie comme ça en fonction de l'humeur du jour. Et donc, il est probable qu'à un moment ou à un autre, on ait besoin de recourir à une expertise technique pour savoir si la meilleure pratique isolée dans le règlement est réellement la meilleure pratique, ou est-ce que c'est une pratique qui a des effets de ségrégation et en fait écarte une partie des opérateurs du marché, parce qu'on a en gros 2 traditions sur le marché, et puis il y a les tenants d'une tradition qui ont tenu l'enregistrement de leur marque de garantie et qui cherchent à évacuer les tenants de l'autre tradition, alors qu'a priori les produits sont à peu près les mêmes et ont les mêmes qualités au bout du compte de la production. Donc là, il y a des enjeux économique, pratique, tout à fait important. Et on voit bien que le législateur est encore resté assez en retrait sur ces questions du règlement. Bon, c'est dommage, mais il y a, je pense, là un terrain pour les juristes extrêmement intéressant parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le croisement entre les statuts de la structure du groupement et le contenu du règlement, l'appartenance à l'un et à l'autre. Et pour évoquer un souvenir qui n'est pas encore trop vieux, c'est clairement la relation entre le droit des sociétés, le droit des groupements et le droit de la propriété intellectuelle. Alors, une autre question, est-ce qu'on aurait une appréciation s'agissant des marques collectives? Je suis confus, je n'ai pas entendu la question. Ah oui, je répète. Donc, est-ce qu'il y aurait une appréciation plus souple du caractère distinctif, du critère de la distinctivité s'agissant des marques collectives? Peut-être que ce sera le cas quand on mettra en œuvre les régimes, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est prévu par
par l'ordonnance, puisque très clairement, on renvoie au droit commun pour ces aspects-là. Donc, on voit bien qu'il y a des adaptations. Je ne vais pas reprendre le cas des marques tridimensionnelles, et on voit que si on applique les mêmes critères, on les applique peut-être de façon un peu différente pour les marques tridimensionnelles. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi les appliquer de façon un peu différente pour les marques collectives et les marques de garantie. Mais à part une nuance dans la mise en œuvre, c'est le même régime pour les conditions de fond. Alors, c'est une autre question qui va un petit peu dans le même sens. Est-ce que l'usage pour l'acquisition de la distinctivité par l'usage d'une marque enregistrée, d'une marque individuelle, peut valoir preuve de l'acquisition de la distinctivité d'une marque collective? Ce n'est pas exclu. Donc, on est sur le même régime. Hein. Voilà. C'est tout l'intérêt du mécanisme, c'est qu'on ajoute à ce qui existe, mais on n'exclut pas. Donc, on doit impérativement régler tout le droit des marques. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, pour si j'utilisais un terme neutre, le promoteur du signe collectif, que ce soit marque collective ou marque de garantie, il y a une approche dynamique et complète, les qualités du signe, la façon dont le signe est utilisé, les preuves d'usage, l'usage conforme, la police d'utilisation, le maintien de la distinctivité dans le temps, tous ces éléments vont devoir être appliqués conformément à la qualification du signe. Oui. Je pense que la question est visée peut-être l'hypothèse où, et là on serait vraiment sur la question de la déchéance, c'est-à-dire qu'un titulaire se trompe, ou plutôt n'avait pas le choix, puisque c'était le cas pour les marques de l'Union européenne il n'y a finalement pas si longtemps, et déposer à titre de marque simple une marque qu'il souhaitait utiliser comme une marque de certification. Et là, on a eu une décision de la Cour de justice avec l'arrêt Fleur de Coton qui a été citée précédemment par Caroline. Donc là, effectivement, on est sur deux finalités différentes, deux fonctions différentes. Et donc, l'usage sérieux d'une marque individuelle ne vaut pas usage sérieux d'une marque collective. Enfin, une marque de ça, c'est évident. Et ça veut dire qu'il faut, dirais-je, reparcourir les registres ou les portefeuilles à l'aune de l'usage réel qui est fait pour pouvoir affecter les justes qualifications à chacune des marques. Et si on enregistrait une marque individuelle et qu'on l'exploite comme une marque collective ou une marque de garantie, eh bien, on ne répondra pas aux conditions. Et ça va générer, il y a une décision Logit France aussi qui va sur ce terrain-là, il y a un peu de jurisprudence et je pense intéressant la mise en avant de ces qualifications, même si ça engendre un peu plus de fragilité, notamment au stade du dépôt, et pourra aussi se poser la question de savoir dans quelles conditions mon enregistrement initial pourrait être basculé dans une autre qualification. Aujourd'hui, c'est un autre dépôt, donc je garde certainement pas mon antériorité. Est-ce qu'on devrait pas, ou est-ce qu'on n'aurait pas dû envisager des passerelles pour les marques antérieures simples, mais qui étaient simples parce qu'on ne savait pas faire de marque collective, et proposer une passerelle pour mettre cela en conformité. Autre difficulté que j'ai rapidement brossé tout à l'heure, les marques qui sont réellement des marques collectives, mais qui sont exploitées avec des contrats de licence. Or, l'exploitation de la marque collective, c'est par le règlement d'usage, c'est pas par une licence. Donc, la présence d'une licence, c'est plutôt le signe de l'exploitation d'une marque simple et pas d'une marque collective, sauf à ce qu'on délègue à un autre opérateur le soin d'exploiter la marque collective. Mais ce n'est pas du tout l'idée de base de l'usage de la marque collective. Justement, là, sur la licence, il y a deux questions qui ont été posées. D'une part, est-ce qu'il y a un intérêt, quel est l'intérêt de donner une licence sur une marque collective ou une marque de garantie? Et puis, on a une question là, qui a été posée sur la plateforme, une question sur la répartition des compétences entre règlement d'usage et contrat de licence. Dans quel document devrait-on prévoir une redevance d'exploitation de la marque? Une telle redevance est-elle d'ailleurs compatible avec la fonction de la marque de garantie? Alors, les licences ou règlements, c'est deux actes clairement différents. La licence, c'est un contrat qui peut être conclu de façon intuitu personae ou non intuitu personae, qui peut être simple, exclusif et qui accorde à un opérateur un droit de jouissance personnel du bien intellectuel. Le règlement d'usage, c'est des conditions qui ouvrent à tout à chacun la possibilité d'utiliser le signe dès lors que je réponds aux conditions de fond du règlement. Donc, il n'y a pas de relation
comment dirais-je, il n'y a pas de relation contractuelle nécessairement, il y a une relation de conformité. Et c'est bien la différence peut-être entre la dimension purement contractuelle de la licence et la dimension mise en conformité ou réponse aux conditions d'usage qui sont identifiées par le règlement. Donc, si je réponds à l'ensemble des conditions du règlement, j'ai le droit d'utiliser le signe distinctif et il n'y a pas besoin de conclure un contrat pour cela. Est-ce que je dois concrétiser le fait que je réponde à toutes ces conditions par la signature d'un contrat? Pourquoi pas, mais je pense qu'il serait mieux de ne pas qualifier ce contrat de licence, mais plutôt de certificat de conformité au règlement d'usage ou quelque chose comme ça, pour ne pas confondre justement les deux qualifications de convention. Sur la partie pécuniaire, il n'est pas exclu qu'on ait à payer. C'est-à-dire que le règlement d'usage, que ce soit pour la marque collective ou pour la marque de garantie, le règlement d'usage peut parfaitement prévoir qu'on ait à payer une somme au titre de l'utilisation de ces éléments. Mais évidemment, ce n'est pas une redevance parce que ce n'est pas un contrat de licence. Donc, ça peut être un droit d'usage, ça peut être une participation aux frais de maintien, de défense, d'entretien de la politique collective ou de la politique de garantie. Donc, tous ces éléments sont possibles. Et il y a un autre terrain qui est compliqué dans ces règlements d'usage, c'est l'obligation d'appartenir éventuellement au groupement. Alors, pour les marques de garantie, je pense que ce problème va être rapidement réglé par l'obligation d'absence de conflit d'intérêts. Donc, on aura certainement une capacité à bien isoler l'utilisateur des propriétaires. En revanche, pour les marques collectives, comme ce ne sont que des groupements de professionnels, se pose évidemment la question de savoir est-ce que le règlement d'usage peut imposer d'être membre du groupement et si le groupement, lui, impose des conditions très restrictives pour adhérer, eh bien, le chasse mord la queue et comme je ne peux pas devenir membre du groupement, finalement, je ne peux pas être un utilisateur du règlement d'usage. Et c'est ici clairement ce type de stipulation du règlement qui peuvent entrer en conflit avec le droit du marché. C'est-à-dire que le règlement d'usage me dit je peux renvoyer à l'obligation d'être membre d'un groupement et puis tranquillement, en dehors du droit des marques, je vais établir les statuts d'une association, d'un GIE, ce que vous voulez, qui est le propriétaire du signe et qui va lui avoir des règles extrêmement restrictives d'adhésion. Et donc, c'est ces règles restrictives d'adhésion qui indirectement m'empêchent d'utiliser le signe distinctif et la contestation de ces règles d'adhésion en tant qu'elles sont des éléments des éléments indirectement inclus dans le règlement d'usage. Est-ce que je conteste ça devant le juge de l'association, devant le juge du groupement ou devant le juge des marques? Ce sera évidemment un vrai débat parce que c'est la restriction à l'accès à l'association qui finalement engendre une restriction à l'accès au signe. Alors, une autre question. Vous avez parlé donc d'un allongement du délai en raison du Covid. Est-ce que vous avez une idée sur cette année? Non, c'est alors là, excusez-moi, j'ai une limite. Je crois que on a ajouté 2 mois au délai par une des premières ordonnances qui vise notamment les questions de propriété intellectuelle. Et les règles générales d'allongement des délais, je pense qu'ils vont s'appliquer ici comme pour les autres délais de l'INPI, tout simplement. Ok. Alors, j'ai reçu une autre question par mail, alors assez précise, assez spécifique, je vais vous la lire. Donc, les marques de certification risquent-elles la déchéance pour défaut d'usage sérieux dans les cas où elles ne certifient non pas des caractéristiques, donc comme la qualité, le mode de production, renvoyant directement aux produits et services, mais des entreprises dans leur ensemble, voire donc des marques, donc vraisemblablement, je pense que des produits et des services. Idem pour des marques collectives qui ne distinguent pas les produits et services, mais des entités. Si on reprend la définition que j'ai présentée tout à l'heure, on peut avoir une marque collective, une marque de garantie, si on a des éléments qui justifient de la distinction. Et on l'a vu, les critères proposés par le législateur ne sont pas des critères limitatifs. C'est donc la matière, les modes de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques. Si on peut démontrer qu'il y a d'autres caractéristiques qui sont des caractéristiques qui peuvent faire l'objet ensuite d'une certification, on peut penser que qu'on peut avoir des entités qui peuvent être garanties.
porte tout de même ici une première nuance, c'est que je ne crois pas qu'on puisse avoir une marque de garantie qui ne pourrait être utilisée que par un seul opérateur économique. Si c'est indirectement la question qui est posée, le propre du règlement d'usage, c'est que ça renvoie à un usage collectif et donc qu'il y ait la possibilité pour plusieurs opérateurs d'accéder à la marque. Si, je ne sais pas, je suis une holding et que j'ai 25 filiales et que ces 25 filiales sont les seules à pouvoir utiliser ma marque de garantie, je ne pense pas que ce soit une marque de garantie. Alors, on a encore une question, donc ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, les signes de protection et de valorisation d'une qualité se multiplient en des pays. Donc, quid de la labellisation? A-t-elle encore un intérêt face aux marques collectives ou marques de garantie? Comme ça, je peux renvoyer à Caroline la question, puisqu'elle abordait les labels et les signes de qualité. Je pense que pour ma part, la vraie réponse est plutôt d'un point de vue de la communication à l'égard des destinataires des signes. C'est-à-dire qu'on a multiplié les signes distinctifs, les signes qualitatifs, pour toujours la même chose, libérer les pouvoirs, aussi certainement avoir des régimes différents pour lever là, ça et là des éléments de contrainte. Il serait certainement bon de toiletter notre droit des signes distinctifs qualitatifs pour donner aux consommateurs une meilleure information et qu'ils puissent comprendre la différence entre l'IG, le label, la marque collective, la marque de garantie. Bon, on le voit bien, ce n'est pas sûr que tous les juristes spécialistes de droit des signes distinctifs fassent parfaitement la différence. Donc, autant dire qu'avec votre masque sur le nez dans les rayons des supermarchés, vous n'allez peut-être pas franchement passer du temps à distinguer le régime de chacun de ces signes. Donc, ça garde peut-être son intérêt parce qu'il y a des pratiques qui se sont développées, il y a une longue communication qui s'est faite sur tel ou tel label, dont supprimer le label, ce serait une perte de référence. Maintenant, on pourrait aussi tout à fait penser qu'on garde le même signe distinctif, donc on garde le même label, sauf qu'avoir un régime pour le label, on le fait glisser par exemple dans une marque collective ou une marque de garantie. Ça ne changerait pas grand-chose, on aurait toujours le même signe, pour le consommateur, il verrait toujours la même chose sur l'emballage, mais on réduirait les régimes possibles et le magma juridique, cette fois-ci pour les opérateurs économiques. Je suis une PME de l'agroalimentaire, je dois établir ma stratégie de signes distinctifs pour commercialiser mes produits. Eh bien, j'ai déjà un vrai besoin d'expertise juridique pour savoir ce que je vais faire. Et là encore, c'est un problème d'accès au marché pour les opérateurs et c'est un coût d'accès, un coût d'expertise qui peut freiner une bonne stratégie de propriété intellectuelle. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, il y en avait quand même beaucoup, hein. C'est très sportif. Voilà, donc je crois qu'on en a terminé. Je n'ai pas d'autres questions de mon côté. Merci beaucoup. En tout cas, ravi de constater que ce sujet génère des questions, des commentaires, des choses comme ça, ce qui n'est pas une évidence a priori en tout cas, mais c'est très bien. Non, surtout en période de confinement et par le biais d'un web, c'est encore plus encourageant. Il faut donc renouveler impérativement ce travail autour des signes distinctifs collectifs. Tout à fait d'accord. Reçu. Bien noté. Merci infiniment et bon confinement à tous. Merci également. Alors écoutez, merci pour la qualité des échanges et on remercie aussi les participants d'avoir posé autant de questions parce que c'était un vrai débat entre nous, c'est ce que ça serait passif ou pas et on est vraiment ravis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la 3e session sur la défense de la marque où Fabienne, tu interviendras, Yann également, et sur la protection des marques renommées et notoires avec le professeur Jérôme Passa. Une question aussi qui a été posée sur les slides. On m'a demandé si on pouvait avoir les slides et donc j'ai l'autorisation de Caroline Le Goffig. Donc on trouvera une solution avec l'ordre pour que ceux qui se sont inscrits puissent les avoir. Voilà. Fabienne, tu veux dire quelque chose ? À mardi prochain, avec Patrice de Candé aussi, qui nous parlera des exceptions au droit de marque. Effectivement, tu fais bien de la... Eh bien, écoutez, merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.